Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on enfile notre impair de détective sociétal. Notre mission, cartographier la structure complexe de la société française moderne et surtout enquêter sur un véritable mystère, la mort présumée, puis le retour assez spectaculaire des classes sociales. Alors, prêt à suivre les indices ? Au programme de notre enquête aujourd'hui, on va d'abord définir l'espace social actuel, analyser l'évolution du monde pro, opposer Marx et Weber, se demander si c'est vraiment la fin des classes sociales et enfin parler de leur grand retour. Première étape de notre investigation, définir l'espace social actuel, avec toutes les dimensions qui composent notre hiérarchie sociétale. Le truc à bien comprendre tout de suite, c'est que notre place dans la société, ce n'est pas juste une question de compte en banque. Pas du tout. C'est un espace en 3 dimensions. Comme l'a si bien montré le sociologue Pierre Bourdieu, c'est vraiment le cocktail de nos capitaux, économiques bien sûr, mais aussi sociaux et culturels, qui va déterminer notre vraie position et notre mode de vie. Et pour structurer tout ça, on utilise une vraie petite matrice de variables. Regardez, on a évidemment la fameuse catégorie socio-professionnelle ou PCS, mais aussi le niveau de diplôme qui va souvent de pair avec le revenu, sans oublier la composition de notre foyer, à quelle étape de notre vie on en est, notre sexe et même l'endroit où on habite. C'est tout ce combo qui crée la hiérarchie. Pour bien se rendre compte, il suffit d'observer l'impact de ces variables dans la vraie vie. Prenez le sexe. Ça se traduit direct par des trucs ultra concrets comme le plafond de verre ou le temps partiel subi pour les femmes. Des rapports sociaux super inégalitaires en somme. Pareil pour le foyer, une famille monoparentale va cocher beaucoup plus de cases de vulnérabilité financière. Et géographiquement, si on habite dans certaines zones des Hauts-de-France par exemple, le risque de chômage explose. Ce ne sont pas juste des concepts abstraits, c'est la réalité du terrain. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'évolution du monde professionnel. Et plus exactement, les 4 dynamiques qui ont littéralement métamorphosé la population active française depuis les années 50. Parce que oui, la France au travail a complètement changé de visage. D'abord, bam, 1945. Création de la sécurité sociale et explosion de la salarisation. Fini le règne sans partage des petits indépendants. En 1954, on invente les CSP qui deviendront les PCS pour bien classer toute cette nouvelle population. Puis dans les années 60, c'est la révolution avec la massification scolaire, l'élévation globale des qualifications et surtout l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. Une vraie féminisation des emplois qui bouleverse les anciens codes. Et la bascule la plus visuelle de toutes, c'est la fameuse tertiarisation. Si on compare ces deux époques, le contraste est frappant. En 62, on avait encore une immense partie de la population en bleu de travail dans l'industrie lourde. Aujourd'hui, on est passé à l'ère de l'ordinateur portable et des open space. C'est le triomphe absolu des services, que ce soit les télécoms, la finance ou le droit. Tenez-vous bien, 80%. C'est la proportion faramineuse de la population active qui bossait dans le secteur des services en 2020. 8 travailleurs sur 10. C'est une statistique qui a complètement redessiné notre quotidien. Allez, passons à notre troisième partie, Marx contre Weber, le grand affrontement théorique sur la stratification sociale. Pour décrypter tout ça, on est obligé de convoquer les poids lourds. C'est un peu le match du siècle en sociologie. D'un côté, Karl Marx, le 19e siècle, une vision hyper binaire et ultra conflictuelle entre le grand capital et les travailleurs exploités. De l'autre côté, Max Weber, une approche beaucoup plus nuancée, en plusieurs dimensions, sans forcément voir un conflit armé partout. 2 visions de la société, 2 ambiances. Et chez Marx, le concept absolument central, c'est la conscience de classe. En gros, c'est l'étincelle. C'est le moment précis où des travailleurs qui subissent les mêmes galères se disent « Eh, on est dans le même bateau ». Ils passent d'un groupe un peu passif à une véritable force de frappe, mobilisée pour défendre ses intérêts contre l'extorsion de ce qu'il appelle la plus-value. De son côté, Weber, lui, découpe la société en 3 strates bien distinctes. L'ordre économique, basé sur l'argent, l'ordre social, lié au prestige, et l'ordre politique, la quête du pouvoir. Pour faire très simple, Weber nous explique qu'on peut très bien avoir un prestige social énorme, comme un grand professeur réputé, sans pour autant rouler sur l'or. La société est donc beaucoup plus subtile qu'une simple binarité économique. Alors, avec tout ça en tête, abordons notre 4e point, la fin des classes, et cette idée très actuelle de la fragmentation de l'identité collective. Parce qu'aujourd'hui, on entend très souvent que la classe ouvrière, c'est de l'histoire ancienne. Et c'est vrai que les distances intraclasses, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même groupe, se sont creusées à une vitesse folle. Entre le chômage de masse, la concurrence internationale et la montée fulgurante de la précarité, le monde du travail est complètement fragmenté. L'écart entre un technicien surdiplômé en CDI et un manutentionnaire enchaînant les missions d'intérim est tellement gigantesque qu'ils ne sentent plus du tout partager un destin commun. Mais le vrai coup de grâce, celui qui a fait exploser les collectifs, c'est l'individualisation à outrance. Les primes au mérite, les parcours de carrière sur mesure, les objectifs perso, tout ça a complètement atomisé la solidarité au travail. Résultat des courses, la belle conscience de classe marxiste semble s'être évaporée et on assiste en parallèle à une chute libre des taux de syndicalisme.
Pourtant, et c'est notre 5e et dernière partie, le retour des classes, entre les inégalités qui perdurent et la persistance féroce de l'élite. Eh oui, on ne va pas fermer le dossier aussi vite, parce que si la base s'est effritée, les inégalités structurelles, elles, sont toujours bien là. Les écarts de salaire entre les cadres et les ouvriers continuent de se creuser. Depuis la crise de 2008, les inégalités explosent. Et quand on voit les tensions sociétales brûlantes, comme la crise des Gilets jaunes, ce sont des preuves flagrantes que les distances interclasses, articulées avec de grandes inégalités, n'ont pas du tout disparu. En fait, la conscience de classe existe encore bel et bien. Elle a juste changé d'adresse. Regardez tout en haut de l'échelle. La grande bourgeoisie, c'est la définition absolue de ce que Marx appelait une classe pour soi. Un groupe ultra mobilisé, parfaitement conscient de ses intérêts, qui agit de concert chaque jour pour conserver sa place au sommet. Et pour ça, leurs stratégies de distinction sont rodées au millimètre. Ça passe par une endogamie très forte, le fait de se marier exclusivement entre soi. Ça passe par des réseaux ultra fermés, des rallyes, des soirées VIP. Ils concentrent leur vie dans les mêmes quartiers UP, placent leurs enfants dans les mêmes écoles prestigieuses et partagent des codes culturels très exclusifs comme le golf ou l'opéra. Contrairement aux travailleurs qui ont été désunis, l'élite, elle, s'est construite une véritable forteresse imprenable. Ce qui nous amène à cette question finale, parfaite pour clore notre enquête. Si l'élite mondiale cultive avec autant d'acharnement sa propre conscience de classe pour bétonner ses privilèges, est-ce que cette fameuse mort des classes sociales, qu'on nous répète en boucle, ne serait pas tout simplement la plus brillante des illusions inventées pour maintenir les inégalités en place? On vous laisse y réfléchir.